Salut à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo assez exceptionnelle. Vous le voyez derrière moi, on est à Londres pour la finale du championnat du monde de Formule E. J'ai l'immense privilège de pouvoir vous faire découvrir les coulisses de cet événement extraordinaire. On va s'éclater, il y a tellement de choses à voir, je vous propose qu'on y aille directement. Là on est jeudi soir, je viens d'arriver sur place et on va partir à la découverte de ce lieu de l'extérieur avant de le découvrir un petit peu plus demain. Je suis à Londres devant le centre Excel qui est un parc d'exposition, un palais des congrès. Il peut se passer énormément de choses ici, notamment des courses de formule électrique. Vous allez le voir, c'est l'endroit parfait pour tenir un e-prix. Vous le savez, la Formule E, c'est des courses en ville. On en a parlé dans la vidéo que j'ai fait sur le sujet la semaine dernière. Je vous invite très fortement à aller la voir avant de regarder celle-ci. Mais à Londres, l'e-prix a la particularité de se dérouler à la fois en intérieur et en extérieur. Il y a une partie donc qui est dans le centre Excel à Londres, puis une autre partie à l'extérieur. On est juste au bord de la Tamise, plutôt à l'est de Londres, juste à côté de l'un des nombreux aéroports de la ville, l'aéroport de la City, donc à Londres, qui fait que cette introduction est sans cesse entrecoupée par des avions qui décollent. Donc le programme de ce week-end. D'abord vendredi, on aura une journée presse où les spectateurs ne seront pas présents, donc il y aura énormément de choses à voir, ça va être hyper intéressant. Et samedi et dimanche, on aura à chaque fois essai libre, qualif, course. Il reste donc 2 e-prix dans cette saison 9 de la Formule électrique. 58 points à attribuer et 4 pilotes peuvent encore être champions du monde. Ils sont ici de gauche à droite. Nick Cassidy, deuxième avec 24 points de retard sur Jake Dennis, le deuxième à l'image et le leader du championnat. Et à droite, on retrouve les deux outsiders, Mitch Evans et Pascal Wehrlein, qui sont encore mathématiquement titrables. C'est donc le gros enjeu de ce week-end. Qui deviendra le prochain champion du monde de Formule électrique? Et puis bien sûr un petit bout de piste les amis, j'allais pas vous laisser sans ça. Ce que vous avez à l'écran normalement, c'est la descente de ce circuit. Donc quand vous quittez la partie intérieure, il y a une descente, un petit peu comme dans un karting indoor en fait, où vous passez du premier au second étage. Là c'est un peu pareil, les pilotes descendent donc ici, prennent un virage assez serré. Tout le circuit est d'ailleurs extrêmement étroit, vous aurez l'occasion de le constater. Et puis à la fin du circuit, ils remonteront pour aller justement vers la ligne droite de départ-arrivée et la voie des stands. Le circuit forcément est extrêmement bien relié, on en parlait dans le mode d'emploi. L'un des objectifs d'avoir des circuits en ville était que tout le monde puisse y accéder par les transports en commun. Voilà, je pense qu'on peut pas faire plus près, il y a une station à peu près 10 mètres de la piste. C'est génial, honnêtement l'expérience s'annonce incroyable. J'ai déjà vraiment hâte d'être à demain, ça tombe bien pour vous, c'est dans une seconde. Pour moi, on va s'arrêter là sur ce jeudi soir, une belle image en piste et on se dit à demain. De retour ce vendredi les amis, et est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus? On se retrouve tout simplement sur la grille de départ de là où s'élanceront les pilotes ce samedi et ce dimanche. Bon, on n'est pas tout à fait sur la piste parce que j'ai pas non plus le droit d'aller sur la piste, mais on est tout simplement en période de track walk. Donc à l'heure actuelle, les pilotes sont en train de faire le tour de la piste à pied, en train de faire une reconnaissance du circuit, de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Bien sûr, ils connaissent le circuit, ils l'ont déjà vu sur le simulateur, mais c'est tout à fait autre chose de le voir dans la réalité, de voir la réalité de la piste, à quoi ça va ressembler, à quel point c'est étroit, où est-ce qu'on peut aller frotter, où est-ce qu'on peut positionner un petit peu sa voiture. Bref, c'est un moment primordial. J'ai croisé notamment Stoffel Van Dorn, entre autres. Mais vous allez voir qu'on n'est pas trop mal placé puisque si on passe derrière, en fait, on est tout simplement devant le garage Abt Cupra. On est dans la voie des stands que je vous propose de découvrir tout de suite. Et regardez l'écurie Abt Cupra qui est en train de sortir ses monoplaces. Alors j'ai pas l'info exacte, mais je pense qu'on va aller à l'heure actuelle tout simplement au contrôle de la FIA. On est dans la zone technique tout simplement. Il faut vérifier que les voitures sont conformes à la réglementation. Ça paraît bête à dire, mais ils pourraient venir avec une pièce qui n'est pas autorisée. Il y a donc forcément des vérifications à faire.
Vous voyez qu'on a un endroit où on va pouvoir venir poser la voiture. Juste à côté, on a la pesée, simplement l'endroit où, pendant les séances, les voitures peuvent se faire arrêter pour vérifier que leur poids est toujours conforme à la réglementation. Salut, je veux pas bouger ta charrette. Ah, c'est bon, ça va. Je profite du fait que les voitures ne soient pas là pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble un garage de Formule électrique. Et vous voyez que c'est beaucoup moins rempli qu'un garage de Formule 1. Forcément, on est sur des garages qui vont aller dans des endroits temporaires, contrairement à la Formule 1 où les circuits sont permanents, à part à Monaco, mais c'est un cas vraiment particulier. Et puis en Formule 1, il y a besoin de beaucoup plus d'équipements, il y a beaucoup plus d'éléments à gérer. Là, très sincèrement, à part un aileron de rechange, il n'y a pas énormément de trucs dont on a besoin. Sachant que, vous savez, en F1, on voit les teams principaux dans les écuries. Là, ils sont derrière, ils sont pas exactement ici, donc il y a juste les voitures. Puis au milieu de la voie des stands, on a le podium. Juste en dessous, on a une cool-down room. Donc à l'arrivée, les 3 premiers viendront, se désaltéreront un petit coup, feront une petite pause et puis monteront sur le podium. Pour l'instant, on n'est pas prêt du tout, mais il y aura encore largement le temps. Et juste à côté, on a le garage Porsche qui, j'avoue, est, je crois, ma petite pépite du week-end. Ils étaient en train de manipuler des ailerons. Je vais pas dire sans faire gaffe, mais ça se voit qu'ils sont quand même assez résistants, ces ailerons. Et juste à côté, on a le garage Avalanche Andretti du leader du championnat, Jake Dennis. C'était honnêtement le garage le plus détendu. J'ai vu que 4 mécanos qui discutaient tranquille. La voiture d'André Lotterer, son coéquipier, était déjà prête. La scène pas encore, mais ça avait l'air de pas tarder. Bref, on était plutôt tranquille. Alors forcément, c'est pas la même ambiance que quand ça sera en train de se mettre en place. Mais c'est assez impressionnant à voir. Franchement, c'est un privilège incroyable d'être ici. Je suis hyper heureux. Je suis ravi aussi de pouvoir vous faire découvrir tout ça. J'espère que ça vous plaît. J'ai pas l'impression que c'est des images qu'on voit souvent. Mais personnellement, de l'extérieur, c'est vraiment le genre de truc qu'on a envie de voir comment se met en place l'événement. Pour l'instant, c'est un immense plaisir. Et puis ensuite, la deuxième partie de la grille avec les garages Envision, où j'ai demandé à un ingénieur combien pesait un aileron avant. Il n'a pas su me répondre, mais en le prenant, il m'a dit une dizaine de kilos environ, que c'était assez résistant, sauf quand ils commençaient à se cracher les uns dans les autres. Très accessible, des ingénieurs hyper sympas. Derrière le garage Jaguar, où j'ai pu apercevoir Mitch Evans, 3e du championnat, en pleine discussion avec un autre membre de l'écurie. Et chez Maserati, il y avait des officiels de la FIA qui étaient en train de vérifier que tout était réglementaire. Alors, je sais pas exactement ce qu'ils regardaient. J'ai vu notamment qu'ils vérifiaient comment on mettait le siège. Donc, peut-être qu'ils vérifient si l'installation est réglementaire, c'est pas tellement les pièces. Bon, c'est un petit peu compliqué à définir comme ça sans savoir exactement ce qui se passe, mais en tout cas, à l'heure actuelle, il y a toutes les vérifications qui sont en train d'être faites en vue notamment de la première séance d'essai libre qui aura lieu en fin d'après-midi. Et tout cela nous amène au bout de la pit lane avec un autre garage extrêmement stylé. J'avoue que j'ai fait la pub de Porsche avant d'avoir vu le garage McLaren, mais il faut dire qu'il est assez incroyable, très pétillant, très épuré. Non, franchement, il est très beau. McLaren qui arbore ce week-end une livrée spéciale, la première livrée de l'histoire du sport automobile à avoir été créée entièrement par une IA. Elle est pas moche, honnêtement, de toutes les livrées McLaren qu'on a vues, plutôt pas mal. Et au moment où je passais, vous aviez en même temps les admins McLaren qui la prenaient en photo pour préparer les posts. Et oui, les réseaux sociaux, ça fait partie intégrante d'une écurie. Et quant à nous, on arrive au bout de la pit lane, fin de la limitation à 50. Je pense que c'est 50 miles par hour, mais il faudrait que je vérifie. Vous voyez que les feux ne sont pas encore allumés. Et derrière, on va partir sur le circuit, la partie antérieure donc du circuit, les premiers virages. Avec un premier virage, honnêtement, qui a l'air très serré. Ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas un qui tire tout droit dans le week-end. Et puis on passe derrière la voie des stands, en coulisses.
Où là par contre c'est pas encore aussi près. Alors forcément en coulisses il n'y a pas besoin que ce soit aussi beau, aussi clinquant. On verra rien de tout ça à la télé. On a 2-3 petites tentes où on abrite quelques pièces, quelques ordinateurs. Là on fait plus du tout attention au style, c'est purement de la pratique. Le plus intéressant qu'il y avait, bon bah c'était quelques petits ailerons. Chez Nissan ils étaient encore complètement en train d'assembler un châssis qui avait pas l'air du tout d'être prêt. Et voilà, c'est toujours intéressant de voir ce qu'il y a derrière, même s'il n'y a pas 200 000 trucs à observer. Par contre, ce que je voulais vous montrer, c'est ceci, la safety car, la voiture de sécurité. Alors ça n'est plus depuis la saison 8 une BMW i8 telle que ça l'était depuis le début du championnat. C'est une voiture un petit peu moins massive, un petit peu moins peut-être impressionnante de l'extérieur, mais qui reste quand même une très belle bête, une Porsche Taycan Turbo S. C'est vraiment une voiture magnifique. J'avoue que ça donne envie forcément d'être pilote de safety car, mais oui voilà, par rapport aux Formule E, elle n'est pas impressionnante, mais bon forcément elle doit rouler plus lentement qu'elle, et c'est une très belle voiture. Avec juste à côté les deux medical cars, là aussi on reste chez Porsche. Et pour finir avec la pit lane, voici la direction de course qui est tout simplement dans des Algeco. C'est ici que les commissaires et le directeur de course se retrouvent tout simplement pour prendre toutes les décisions qui vont être très controversées. Comme chaque week-end, c'est un lieu extrêmement important sur un circuit de course, quel qu'il soit. Et sur ce, je vous propose maintenant de s'éloigner un petit peu de la pit lane pour partir ailleurs. On se retrouve maintenant au Fan Village, la Fan Zone tout simplement, là où les spectateurs du e-Prix de Londres vont pouvoir venir passer le temps entre les séances et vous allez voir qu'il y a pas mal de trucs hyper intéressants à découvrir. Le premier, dès que vous rentrez, un classique, la Gaming Arena, forcément, on ne peut pas avoir une Fan Zone sans un endroit où il y a des simulateurs et bien évidemment qu'on y finira à un moment ou à un autre. Mais la deuxième chose qui m'intéresse tout particulièrement, c'est une énorme chance. On a les 3 générations de Formule E qui sont présentes dès l'entrée dans la fan zone. Et je vais profiter du fait qu'on soit encore vendredi, que les fans ne soient pas encore là, pour observer ces 3 voitures. C'est vraiment une énorme chance de pouvoir les comparer. Parce que personnellement, à l'échelle, alors je les ai vues toutes les 3 si je ne m'abuse, parce que je sors de la pit lane, donc j'ai vu la Gen 3 et les Gen 1 et 2, je les avais vues lors des e-Prix de Paris. Mais les voir d'aussi près et de pouvoir aussi bien les comparer, c'est vraiment une énorme chance. Tout d'abord, la Gen 1, comme vous le voyez aujourd'hui, elle fait un petit peu moins futuriste qu'à l'époque. Elle le faisait pas déjà énormément. C'était plutôt une sorte de formule de promotion électrique. On voit que c'est un petit peu moins puissant qu'une Formule 1, mais ça envoie déjà. Par contre, dès la Gen 2, là, vraiment, on part sur le look typé Formule E. C'est vraiment une voiture unique. Il n'y en a pas 2 comme ça dans le sport automobile et elle est assez impressionnante à observer. Là, je vois les entrées d'air qui ont une forme mais unique. Les lignes de cette voiture sont absolument exceptionnelles. Personnellement, voilà, je vous l'ai déjà dit, c'est ma préférée. Elle est vraiment super belle. Ce qui est sympa aussi pour les gens qui la découvrent, c'est que vous avez quelques chiffres. On voit par exemple que sa vitesse de pointe c'est 174 miles per hour, que sa puissance maximale c'est 250 kW. Bref, pour les gens qui ne connaissent pas la Formule E, c'est vraiment un super moyen d'y accéder. Et enfin, forcément, on passe par la Gen 3, mais bon, ça vous l'avez déjà un petit peu plus vu. Ce look d'avion de chasse, c'est une vraie bête. J'avoue, quand elle a été présentée, j'étais pas hyper fan notamment de la cheminée en haut, mais ça rend quand même plutôt pas mal. Un petit peu trop rectiligne à mon goût, un petit peu moins folle sur certaines lignes de carbone que la Gen 2, mais elle est quand même vraiment impressionnante. Il y a encore pas mal de trucs dans cette fan zone. Il y a une Apt Cupra qui est exposée, il y a un circuit de voiture électrique, il y a aussi une reaction zone avec notamment un BATAC. Vous savez, c'est cet instrument où vous devez appuyer le plus rapidement possible sur les lumières pour tester vos réflexes. Il y a pas mal d'espaces de restauration. Ça, c'est vraiment pas mal sur les circuits en général. Ça manque énormément. Bref, il y a pas mal de trucs, mais là, pour l'instant, forcément, c'est pas très animé. Les spectateurs ne sont pas encore là, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est une journée destinée aux médias. Et donc, justement, j'ai pu découvrir toute la partie presse sur un circuit. Déjà le Media Center, une très grande salle où les 420 journalistes accrédités pour ce week-end peuvent travailler pendant tout le week-end. En fait, eux ne vont pas aller regarder les voitures sur la piste comme le font les spectateurs. Ils vont regarder les séances.
ce qu'il se passe et aller directement bosser, préparer leurs articles. Donc c'est hyper intéressant d'avoir accès à ça et je pense que ça va se remplir au fil du week-end. Et qui dit journée presse dit conférence de presse. Hello and welcome to the 2023 Hankook London E3 pre-race press conference, this time for our drivers. On a donc d'abord eu le droit à la conférence de presse de 3 teams principaux, ceux d'Envision, Jaguar et Porsche, qui sont les 3 premières équipes du classement des constructeurs. Et ce qu'on pouvait retenir et ce qu'ils mettaient en avant, c'était surtout à quel point ils étaient fiers du travail accompli tout au long de cette saison, fiers d'être en capacité de se battre pour le titre à 2 courses de la fin. Forcément, c'est une nouvelle génération, il y a eu énormément de boulot. Et puis les pilotes sont arrivés, très détendus, ça rigolait. Jake Dennis, le leader du championnat, voulait montrer dans son attitude qu'il était calme, il disait qu'il était relax. Dans ses paroles, ça se sentait. Yeah, I mean, I take it a session at a time, but I'm feeling confident, I'm pretty relaxed. And yeah, I'm just looking forward to jumping back in the car. Dans ses gestes, il avait quand même pas mal de tocs, il avait l'air assez nerveux. Mais bon, qui ne le serait pas en arrivant en tête d'un championnat du monde pour le dernier meeting à domicile qui plus est. Nick Cassidy était probablement le plus calme d'entre eux et Mitch Evans arrivait assez déterminé. C'était en tout cas hyper intéressant d'avoir accès à cela. Après, tous les pilotes sont venus répondre aux questions des médias. C'est leur obligation du début du week-end. Ils devront également y repasser après chacune des courses. De mon côté, j'ai eu le privilège de pouvoir vous faire 3 interviews qui sortiront sous la forme de 2 vidéos. Une dédiée à Jean-Éric Vienne pour le côté pilote qui nous parle notamment des différences de développement entre la formule électrique et la Formule 1. Formule 1, Formule E, les différences sont très grosses parce que la réglementation technique de la F1 fait qu'il y a une nouvelle voiture qui arrive tous les ans. Les budgets sont aussi beaucoup plus conséquents. Une équipe de F1 est plafonnée à peu près à 160 millions d'euros quand nous on est plafonné à 15 millions. Donc c'est-à-dire que nous en monoplace Formule E ici on a tous le même aérodynamique, la même voiture, donc le même châssis, le même système de freinage, la même batterie. La seule chose qui diffère pour nous en Formule E, c'est que les constructeurs fabriquent leur propre powertrain, donc le hardware et le software. En Formule 1, tout est produit directement par l'équipe, que ce soit les suspensions, le châssis, l'aérodynamisme, donc les ailerons avant, capot moteur, tout. Et les moteurs, sauf que les moteurs après sont fournis par des manufacturiers de moteurs. Donc il y a Renault qui fournit Alpine, il y a Mercedes et Ferrari. Et une autre qui combinera Sylvain Filippi, team principal d'Envision, qui nous parle de l'évolution de la formule électrique. On est en 9e année de Formule 1. Donc quand on compare la Gen 1, la première voiture qu'on avait, ensuite Gen 2 et maintenant la première année de Gen 3, l'évolution elle est incroyable parce que la voiture est beaucoup plus petite, beaucoup plus légère. Elle a triplé en puissance et le rendement est vraiment le point le plus important. Parce que comme on a décidé depuis le départ, depuis l'année 1, il y a 9 ans, qu'on voulait dépenser toute notre énergie, ressources, budget, ingénierie, etc. sur le powertrain, sur ce qui vraiment fait une différence. C'est pour ça que toutes les voitures sont ont la même carrosserie. Donc châssis et carrosserie sont communes parce qu'on ne veut pas dépenser 1 euro sur de l'aéro. L'aéro est la même pour tout le monde. Toute la différence se fait sur le powertrain et le software. Avec Fred Espinoz, passé à la FIA et maintenant chez Abt Cupra, qui nous parle de l'influence de la Formule E sur le monde de l'électrique. Quand on a commencé le championnat il y a 9-10 ans maintenant, les véhicules électriques c'était quelque chose de plus que marginal. On allait dans des pays, on leur parlait de véhicules électriques, c'est quelque chose, ils savaient même pas ce que c'était. Et on a vu l'évolution du véhicule électrique au cours de ces 10 années, qui est devenu pas quelque chose de commun, mais quelque chose qui existe de plus en plus. Donc forcément, on était vraiment les pionniers là-dedans. Quand on s'est lancé, il y avait rien. Et tout ce qu'on a développé déjà sur la première génération de voitures, c'est des choses qui ont été introduites petit à petit dans les voitures de tous les jours. Et puis enfin, il y a eu plusieurs conférences tout au long de la journée, notamment une sur le programme FIA Girls on Track, où j'ai pu apercevoir Claire Williams, qui est très impliquée dans celui-ci. Mais surtout, il y avait juste après une conférence sur une Formule E modifiée, la Gen Beta, un prototype qui a fait son entrée au Guinness Book des records en établissant la vitesse de pointe d'une voiture la plus élevée en intérieur. En effet, ils ont profité d'avoir ce circuit pour exploiter ce prototype donc qu'ils sont en train de développer. Elle est équipée du même châssis qu'une Gen 3 normale, mais sa puissance est entièrement débridée, atteignant les 400 kW contre 350 maximum en qualification, ce qui en fait une base de travail pour les développeurs de ce programme et un vrai monstre à voir en piste. Elle avale le 0 à 100 en 2 secondes.
Et ensuite, on a vu des voitures en piste. Il y avait un premier shakedown, puis des essais libres. L'occasion donc de se glisser dans les tribunes qui étaient encore vides et de pouvoir observer ce que verront les fans tout au long du week-end. Et on en arrive à la fin de cette première journée au circuit. Je suis resté jusqu'au bout, là ça fait une petite demi-heure que les essais libres sont terminés. Toujours en tribune, c'était vraiment incroyable d'avoir des tribunes vides. Enfin, on pouvait se mettre à plein d'endroits, observer plein de trucs, c'était vraiment trop cool. Cette première journée complète au circuit a été vraiment exceptionnelle. Maintenant je pense qu'on va pas s'ennuyer sur les 2 prochains jours. Donc je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Jour 3 les amis, début des choses sérieuses pour ce qui est de l'événement puisque ça y est, les spectateurs vont arriver d'ici quelques minutes. Là il est 9h15 et on sent directement en arrivant dans la fan zone que l'atmosphère est différente. Tout est prêt, ça y est, tout est monté, tout est installé. Il y a des stands qui n'étaient pas là hier, par exemple le stand Nissan où on a exposé une Formule E de 2e génération. Ça n'y était pas hier, on sent que tout s'est mis en place à la fois dans l'après-midi et pendant la nuit. Là, on est vraiment dans la petite période de tension juste avant que ça commence. Mais ça s'annonce incroyable. On est parti pour le jour 2. J'ai profité du fait que les fans n'étaient pas encore là pour essayer les simulateurs qui sont assez magnifiques, il faut le dire, c'est du Fanatec, c'est du très beau matos, très réaliste, sauf qu'il manquait de son. Et ça, j'avoue que c'est un petit peu compliqué quand vous êtes habitué à rouler avec, enfin même de manière générale, rouler sans le son, on se rend pas du tout compte de la vitesse à laquelle on va, de quand est-ce qu'il faut freiner. J'ai touché le mur un nombre incalculable de fois. Le circuit était plutôt réaliste, il me semble que c'était sur Air Factor 2, il y avait pas mal de boss. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très fun, c'est des simulateurs dans des fan zones, on n'est pas là pour avoir quelque chose de très réaliste, on est là pour passer un bon moment. J'en ai passé un bon, j'ai eu mon nom en haut de la tête des chronos pendant environ 10 secondes, un plaisir. Et puis juste après ça, eh bien écoutez, les fans sont arrivés et là d'un coup ça s'est rempli assez vite, tout le monde a le sourire, tout le monde est heureux d'être là et la fan zone se met en route.
De retour dans la pit lane et je vais avoir l'immense privilège de suivre la première séance d'essai libre à 10h30 au sein du garage de l'écurie Abt Cupra qui, vous le voyez, juste derrière moi. C'est une immense chance et je vais essayer de vous faire vivre ça de la meilleure des manières possibles. Pendant la séance, on était donc sur un petit lieu qui est réservé aux invités de l'écurie. C'est totalement prévu. Le garage est petit, mais ils ont un espace dédié à ça. Je vous en parlais un petit peu hier. Donc, on a les 2 monoplaces de chaque côté du garage. Au milieu, on a quelques écrans, quelques ordinateurs où bossent les 2 ingénieurs de course, donc de chacun des pilotes. Il y a également des mécanos un petit peu partout dans le stand qui sont prêts à tout moment à faire rentrer la voiture, à changer des pneus, ce qu'on a pu observer à plusieurs reprises pendant la session. Et on avait aussi la chance de pouvoir entendre les communications radio, donc directement entre chaque pilote et son ingénieur. Et j'ai été surpris du fait que ça parle assez peu. Ce qu'on entendait le plus souvent, c'était en fait les écarts avec les pilotes qui arrivaient en piste. Attention, t'as Denis à 4 secondes derrière toi, il est sur un tour d'attaque. Après, c'est Verne, il y a 25 secondes. C'était assez intéressant à écouter. Et sinon, pour l'ensemble de la séance, les voitures ont passé énormément de temps sur la piste. Elles ont vraiment enchaîné les tours. Elles sont rentrées que 2 fois pour Frins et 1 fois pour Muller, à chaque fois pour changer de pneus. En tout cas, c'était hyper intéressant de voir un petit peu les ingénieurs bosser, même si ça avait l'air assez calme. De toute façon, il n'y a que les ingénieurs de piste qui sont autour de la voiture. Tous les autres, le team principal, les stratèges, etc., sont dans une salle derrière, exclusivement dédiée. Mais en tout cas, on était hyper près des voitures, c'était vraiment super cool. Sauf que, malheureusement, la séance s'est terminée dans le mur pour Robin Frins qui est allé taper. Il a tout de même pu repartir et on a vu la voiture, plutôt la carcasse revenir. Il n'y avait pas l'air d'y avoir trop de dégâts, ça devrait pouvoir prendre le départ de la qualification à 12h40 sans trop de soucis. Mais c'est pas idéal. Et après ça, j'ai eu un privilège de fou puisque j'ai pu faire un tour du circuit dans une Porsche Taycan et c'était juste extraordinaire. L'accélération de cette voiture, c'est un truc de fou. Honnêtement, j'étais jamais monté dans une voiture de course, qui plus est une voiture électrique. Et la vitesse à laquelle ça démarre, c'est un truc de dingue. Même les virages, ça passe franchement super vite. Le pire, c'est que je sais très bien que le pilote, qui était très sympa d'ailleurs, était pas à fond. Bon, il m'a dit quand même qu'il attaquait un petit peu. Vous voyez que j'ai essayé de filmer, bon, sans trop de succès. J'aurais peut-être plutôt dû filmer ma tête en train de taper contre le plafond. Mais c'était vraiment une expérience de fou. Et là, pour le coup, je suis désolé, elle est vraiment difficile à retranscrire. Là, il faut être dans la voiture pour comprendre ce que c'est. Mais vraiment, à l'instant où il touche la pédale, on se fait plaquer au fond du siège. Vraiment, c'était dingue. 12h40, c'est l'heure des qualifications. Les choses sérieuses commencent en piste. Et vous voyez qu'on n'est pas trop mal placé pour les suivre puisqu'on est tout simplement au bout de la principale ligne droite pour ce qui est de la partie extérieure. Extrêmement bien placé, donc on est tout simplement juste derrière les loges de, notamment de la Formule 1, mais aussi de toutes les équipes. Vous voyez que j'ai gratté une petite casquette et on va donc suivre cette séance de qualification avec son format unique puisque ce sont d'abord 2 groupes de 11 qui s'élancent avec l'objectif de se classer dans les 4 premiers.
Et dans chacun des groupes, pas de souci, les prétendants au titre, donc que ce soit Jake Dennis et Mitch Evans dans le premier, ou Nick Cassidy et Pascal Wehrlein dans le second, se sont qualifiés sans trop de problème. C'était un petit peu chaud pour Wehrlein, mais finalement ça passe. On va avoir les 4 prétendants au titre en quart de finale, et ça c'est plutôt très cool. Dans le haut de tableau, ça passe pour Jake Dennis, le leader du championnat, et Mitch Evans qui s'affronteront en demi-finale. Et en bas, affrontement entre le 2e et le 4e, donc Nick Cassidy et Pascal Wehrlein. Et c'est le pilote Envision qui en est sorti victorieux, ce qui va nous donner une 2e demi-finale 100% Envision, avec donc Cassidy et Sébastien Buemi. Et on se doute bien que le Suisse saura faciliter la tâche à son coéquipier. L'écurie est déjà en tête du classement des constructeurs. Là, le but est vraiment d'aller marquer un maximum de points avec Cassidy. Et c'est effectivement ce que fait Sébastien Buemi. Bon, il a bloqué la roue et tiré tout droit, histoire que ce soit pas trop obvious, mais il a clairement laissé la place en finale à son coéquipier. Et ce sera un affrontement entre les outsiders pour ce titre mondial, puisque Mitch Evans a battu Jake Dennis. Bon, et finalement, la tendance s'est confirmée, même si Nick Cassidy creusait l'écart progressivement au fil du tour. Je sais pas s'il s'est loupé dans le dernier secteur ou si Mitch Evans nous a sorti une folie, mais en tout cas, pour quelques millièmes, c'est bien le néo-zélandais, enfin les deux sont néo-zélandais, mais c'est bien le pilote Jaguar qui a battu le pilote Envision. 3 points supplémentaires donc pour Mitch Evans. Entre les qualifications et la course, on est de retour dans la pit lane et c'est le moment où elle est le plus animée. Là, j'ai jamais vu autant de monde du week-end. Elle est blindée tout simplement parce que les pilotes sont présents pour dédicacer des casquettes, des t-shirts, tout ce que vous voulez. C'est un moment sympa. Tous les fans sont hyper contents de pouvoir forcément échanger avec leurs héros. De retour pour la course les amis, et on va la suivre au même endroit que les qualifications, on était plutôt pas mal placés. Juste une petite correction avant que celle-ci ne s'élance, le poleman n'est pas Mitch Evans mais bien Nick Cassidy. Alors je vous ai pas dit de bêtises sur le fait que Evans avait signé le meilleur temps, mais il a 5 places de pénalité suite à un incident survenu lors du dernier e-prix à Rome. C'est donc Nick Cassidy, le 2e du championnat, qui s'élance en pole position juste devant Jake Dennis, le leader. Ça promet une course très intense avec peut-être un titre à la clé. Sinon, ce sera pour demain. Et c'est super bien parti pour les deux Envision avec Buemi qui a réussi à prendre l'avantage sur Dennis dès le départ et qui va venir faire, je pense, un petit peu le bouchon. Là, il va venir bloquer pour aider son coéquipier Nick Cassidy à s'envoler. Ils sont peut-être en train d'assurer le championnat constructeur là. Oh, je vais pas vous mentir, c'est hyper compliqué de suivre la course en regardant les voitures passer. C'est soit on se pose dans un canapé avec la télé devant, soit on essaye plutôt de les regarder passer. Je vous avoue que j'ai choisi la deuxième option, mais du coup c'est un petit peu compliqué de suivre ce qui se passe. En tout cas, Nick Cassidy a perdu pas mal de positions. Il a bien reculé, je pense que c'est en prenant son attaque mode. Jake Dennis a lui aussi un petit peu glissé dans le classement, alors que Mitch Evans est bien remonté.
Alors que derrière, ça se bagarre hyper fort pour le championnat entre Cassidy et Dennis. Alors malheureusement, ça se déroule pas juste sous mes yeux, donc c'est un petit peu compliqué de suivre la bataille, mais ça a l'air d'être chaud. J'ai cru comprendre qu'il s'était mis quelques coups de roue, voire qu'il s'était un petit peu touché. Oh, et là, Cassidy a plus d'aileron. Aïe, 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 Cassidy qui a perdu son aileron. Il est repassé par la voie des stands, mais là, c'est peut-être la fin des espoirs du Néo-Zélandais dans ce championnat. Dennis est toujours dans le top 5 et Cassidy va repartir tout au fond. Ah, et c'est fini l'abandon de Nick Cassidy. Et il est furieux que son coéquipier l'ait pas laissé passer. Il pense qu'on aurait dû jouer la stratégie d'équipe à le favoriser forcément. Lui joue encore le championnat pilote. Et il y a eu un énorme crash là avec Sacha Fenestra qui est parti à la faute. Alors si j'ai bien compris, il a décollé sur une NIO. Très gros accident en tout cas pour le français. Oh, il y a même eu un deuxième accident avec Di Grassi et Verlaine et on va carrément sortir le drapeau rouge. Interruption de la course là, drapeau rouge agité. Il faut reconstruire la barrière où a tapé Fenestra, c'en est terminé pour l'instant. Et il y a beaucoup de dégâts là quand on voit passer le peloton derrière la safety car. Il y a quasiment la moitié des voitures qui ont un aileron cassé. Et là, à l'heure actuelle, René Rast, qui était sur le podium, vient de devoir abandonner ou en tout cas lâcher sa position. Ce qui fait qu'on se retrouve avec Mitch Evans en tête au drapeau rouge. Jake Dennis est quatrième. Pour qu'il soit titré, il faut soit qu'il monte sur le podium, soit que Mitch Evans perde sa première position. On attend le restart pour voir le dénouement peut-être de ce championnat, en tout cas de cette course. Beaucoup de tension, beaucoup d'action, beaucoup de rebondissements. C'est la Formule 1. Et au restart, c'est encore le bazar. Il restait des attaques mode à prendre. Et à ce petit jeu-là, Jake Dennis a pris la 3e place, ce qui veut dire que provisoirement, il est en position pour gagner le titre. Mais surtout derrière, Sébastien Buemi tourne au ralenti et Mitch Evans en tête a beau essayer de bloquer les pilotes derrière lui pour que ça dépasse. L'écart est en train de se creuser et Jake Dennis file vers le titre. Et de nouveau, il y a eu un énorme carton et cette fois, ce sont 3 pilotes qui sont partis à la faute. En fait, c'est Sébastien Buemi qui était en train de se faire dépasser, mais il a quand même défendu de manière plutôt très agressive et derrière, tout le monde s'est embouti les uns dans les autres. Et résultat, la piste est bloquée, on ne peut plus rouler, drapeau rouge de nouveau alors qu'il restait seulement 2 tours. C'est de la folie ce e-prix et du côté de chez Envision, on est passé d'une première et d'une deuxième place au début de la course à un potentiel double abandon. Nouvelle boucle derrière la safety car et ça va repartir pour seulement 2 tours de course. Et finalement, il aura tenu sa place jusqu'au bout. C'est fait. Jake Dennis est champion du monde de Formule électrique pour la première fois. Malheureusement, on n'aura pas le suspense jusqu'au bout. Forcément, on aurait bien aimé que le titre se joue demain, mais il y aura encore le titre constructeur à jouer, bien évidemment. En tout cas, c'était vraiment une course de dingue qui se termine donc par un final de dingue puisqu'on a un nouveau champion du monde. C'est pas complètement terminé. Il reste encore la conférence de presse à aller voir et les premières réactions du vainqueur et du nouveau champion du monde. That's safe to say, pretty boring race that, wasn't it? Obviously, I'm joking. A huge congratulations, world champion, mate. Possibly the most dramatic way to do it, but still done nonetheless. I mean, yeah, I think nobody expected that race. You know, multiple safety cars, red flags, crashes, left, right, centre, and I felt like everything was just thrown at me. Yeah, I mean, we crossed the line, we became world champion, and I mean, it was just a relief, emotions, something I've never experienced
ever in my life. En conférence de presse, les émotions étaient très contrastées puisqu'on avait d'un côté la délivrance de Jake Dennis, que l'on sentait vraiment soulagé d'avoir réussi à conquérir ce titre sur la première course. On va réussir à le conquérir tout court, évidemment. Et d'un autre côté, un Sébastien Buemi bien plus renfermé, qui parlait avec une voix basse. On sentait vraiment qu'il avait fait une bêtise. Ça faisait un petit peu de peine à voir. And then of course, the contact with Nick was really unfortunate, and we need to review for that not to happen again. Yeah, so I mean, it's a podium, but really disappointed really with the outcome. I think we could have had a much better day. Mais en tout cas, c'était très intéressant d'être en conférence de presse dans un moment aussi important dans une saison et dans une carrière pour Jake Dennis. Et après ça, il y a eu une fois de plus le Media Pen, donc là où les journalistes ont pu individuellement poser leurs questions à tous les pilotes. Et là aussi, il y avait de tout, notamment un Antonio Félix da Costa très remonté après avoir reçu une pénalité. Today, I don't even really care about my podium, but we are playing. There's a lot to play with at the end of the championship here. It's an important title for us, the team's title. Now they are disqualifying me and they make it sound like we're cheating. We don't cheat. We don't cheat. Et forcément, tout le monde essayait d'intercepter le nouveau champion du monde auquel j'ai moi-même pu poser quelques questions. Jake, congratulations, your first world title. You do it here in London, a crazy race. How stressful was it from the inside? Very stressful, yeah. It's one of the most stressful races I've ever had in my career, and we just managed to stay out of trouble, which is the main thing. You had the gaps and the position, Nick's position in the start of the race. We thought he was going to be the main competitor. Then it turned out it was Mitch. Yeah. How was it for you from the inside on the radio? What info did you have? I mean, yeah, I had some info on positioning, but the race was so hectic, and the whole strategy of the race was changing so much. We didn't really have time to speak too much about the championship, maybe a couple of times during the race, but there was just so much going on between the two teams, and just trying to stay out of trouble. And dealing with the red flags, how tough was it? Yeah, it wasn't easy. It sort of a reset, which was quite nice because I felt so stressed before the red flag, but I mean, we came back out after that red flag very calm, calculated, and did a good job. Thank you very much, congratulations. Et voilà, on arrive au terme de la deuxième journée sur le circuit. Journée exceptionnelle qui se termine d'une manière plutôt sympathique puisqu'on a eu l'interview exclusive du nouveau champion du monde de Formule électrique. Journée aussi folle que la course donc, mais ne vous inquiétez pas, tout n'est pas terminé. Il reste encore du suspense, notamment du côté du championnat des constructeurs. Demain, ce sont les deux écuries motorisées par Jaguar, donc Jaguar TCS et Envision qui vont se disputer ce championnat. Deux écuries qui ont raté le titre pilote aujourd'hui et donc qui auront à cœur de se racheter demain. Vraiment, j'ai déjà hâte de voir ce que ça va donner. On en reste là pour aujourd'hui, 20h30, il est temps de quitter le circuit et de se dire à demain. Troisième jour au circuit et on se retrouve derrière la voie des stands. Je suis arrivé un petit peu plus tard aujourd'hui parce qu'il n'y avait rien avant la première séance d'essai libre à 10h30. Et gros point positif, il n'y avait personne, aucune queue, pas d'attente pour rentrer. Et ça, par rapport à d'autres grands événements, c'est quand même assez rare pour être souligné. Donc ça fait super plaisir. Très cool aussi de voir que la pit lane est hyper accessible. J'ai pu marcher dessus jusqu'à 10 minutes avant le début de la séance d'essai libre. C'était intéressant de voir tout le monde qui était en train de se mettre en place, les pilotes qui étaient en train de se préparer. Il y avait encore quelques interviews, notamment du patron de Jaguar. Et en tout cas, tout le monde commençait à être prêt pour l'action en piste qui va commencer dans quelques instants.
Et on va suivre les qualifications au même endroit qu'hier. On était plutôt très bien placés en portant une attention toute particulière donc à la lutte entre Jaguar et Envision. Et dans le premier groupe, les cadors ont fait le boulot puisqu'on retrouve à l'avant Nick Cassidy et Jake Dennis qui a fait le boulot pour se qualifier pour les duels. Les deux Envision sont qualifiés donc pour les quarts de finale et également la seule Jaguar qui était présente, celle de Sam Bird. Ça passe sans problème pour Mitch Evans, premier de son groupe, où l'on note les superbes performances de Nico Müller, deuxième avec sa Abt Cupra, et également le passage de Norman Nato dans la phase des quarts de finale. Statu quo en quart de finale où finalement la pluie n'a pas tellement perturbé les pilotes. Nick Cassidy a éliminé Sam Bird, mais Sébastien Buemi s'est fait battre par Jake Dennis. Il reste donc une Jaguar et une Envision pour des demi-finales extrêmement relevées puisque l'on retrouve tout simplement les trois leaders du championnat. Ils ne sont pas là par hasard, avec également le français Norman Nato en quatrième homme. Ça promet. Et Nick Cassidy, le malheureux d'hier, a réussi à sortir Jake Dennis en demi-finale. Mitch Evans a signé un chrono incroyable en 1:10.0, soit 2 dixièmes que le meilleur temps qu'on avait vu jusqu'ici. Et ça va nous donner une finale Envision contre Jaguar. Séance de qualification complètement folle et c'est finalement Nick Cassidy qui signe la pole pour seulement 10 millièmes par rapport à Mitch Evans. C'était extrêmement serré. Il donne donc un avantage de 3 points à son écurie Envision par rapport à Jaguar, mais tout reste à jouer. Ça s'annonce fou. On se retrouve dans quelques instants avant le départ de la course. Ça y est, il est l'heure, c'est la dernière course de Formule E de la saison 9. Mais comme vous le voyez derrière moi, les conditions climatiques sont assez dantesques. Il s'est mis à pleuvoir des cordes. Il y a des grosses flaques sur la piste. On espère que ça va tout de même rouler. Bon, la course est partie, mais malheureusement, derrière la safety car et pour seulement 5 tours. La piste n'est pas praticable, il y a beaucoup trop d'eau. Et donc la course est neutralisée, drapeau rouge.
Et après un 4e drapeau rouge en 2 jours, la course a fini par partir. Et une fois qu'elle était lancée, il n'y a pas eu des masses et des masses de dépassement. Mitch Evans n'a pas pu dépasser Nick Cassidy qui remporte donc le dernier e-prix de la saison ici à Londres. Sébastien Buemi termine également devant Sam Bird, qui signifie que Envision Racing remporte le championnat des constructeurs. Par la même occasion, Nick Cassidy repasse également 2e du championnat pour 2 petits points devant Mitch Evans. C'était une lutte épique. Et finalement, sur le podium sont représentés les 3 premiers du championnat du monde dans le désordre, donc puisque Cassidy devance Evans. Mais Jake Dennis a plus que fait le boulot pour une dernière course où il voulait s'amuser. Il termine 3e, 11e podium en 16 courses. Monstrueux. Et même s'il n'y a pas eu des masses et des masses d'actions en piste, c'était un pur plaisir de voir les voitures passer sous la pluie. Vraiment, c'était incroyable à l'image du week-end. Et voilà les amis, c'en est fini de ce week-end exceptionnel à Londres. On aura vu tellement de choses, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, mais là franchement je ne vois pas comment elle aurait pas pu vous plaire. C'était vraiment un week-end incroyable. Ça y est, les lumières sont en train d'être éteintes. La pit lane se referme petit à petit, on est en train de tout démonter déjà, tout va repartir très rapidement et quant à nous, on va devoir quitter le circuit. C'était un week-end exceptionnel. Je suis tellement content d'avoir pu vous faire découvrir tout ça. Vous avez en plus eu énormément d'extraits qui sont sortis sur la chaîne tout au long de la semaine. Je vous invite à aller les voir si vous ne les avez pas encore vus. Quant à nous, on va se retrouver mercredi prochain pour une vidéo plus traditionnelle. Voilà, on va revenir dans le décor habituel. On va devoir redescendre un petit peu sur Terre, revenir dans un monde normal. C'était vraiment un week-end de fou. Je sais plus comment finir. La lumière revient finalement, donc peut-être qu'il faut jamais que cette vidéo se finisse.